Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Pouvoir, où sont les femmes ?» Il est ainsi chapeauté « Les élections municipales se sont traduites par un net recul du nombre de femmes maires dans les 10 plus grandes villes de France par rapport à 2020, de 5 à 2. En se penchant dans le détail des candidatures, on s'aperçoit d'ailleurs qu'à l'échelle du pays, seuls 25% des têtes de liste avaient été attribuées à des femmes. Rien ne change-t-il donc, malgré une dizaine de lois sur la parité en politique, comme dans les entreprises, votées ces 25 dernières années. Mercredi, nous mettrons en ligne dans notre série « Si c'est pour la culture », on a déjà donné une surprise que vous pourrez découvrir en vous promenant à Paris, passage des Panoramas. Il s'est ouvert une boutique, ancienne bijouterie, qui est devenue une boutique d'histoire. C'est-à-dire qu'autour d'un thème comme les constitutions de la France, comme l'exposition universelle, la première, à Paris, comme le vol de la Joconde et quelques autres, quelqu'un de compétent vous raconte une histoire gratuitement et ensuite vous pouvez acheter des objets qui ont trait à cette période de l'histoire et que le raconteur a trouvé aux puces chez les bouquinistes, etc. Bref, je le laisse vous présenter lui-même. Il s'appelle Alexandre Missoff et vous l'entendrez donc mercredi dans notre série « Si c'est pour la culture », on a déjà donné. Notre prochain enregistrement à l'école alsacienne aura lieu le 12 avril et vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. J'ai dit que vous pouvez vous y abonner gratuitement et ça restera un service gratuit. Cependant, si celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas encore contributeurs et qui sont abonnés à notre compendium souhaitent nous soutenir, qu'ils ne se privent pas de le faire, les autres aussi d'ailleurs. Commençons par notre premier sujet. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer des municipales ? D'abord, si les Républicains et le Parti socialiste dominent, ils reculent par rapport à 2020. LR a remporté 77 grandes villes et le PS 50 dans les 3300 villes de plus de 3500 habitants, pour lesquelles les candidats ont l'obligation de déclarer leur appartenance politique et qui représentent 69% de la population. La droite apparaît comme la gagnante de ces élections municipales avec 1267 maires élus. La gauche se place deuxième avec 829 élus devant les 586 maires centristes. Depuis 2020, la gauche a quand même perdu une vingtaine de municipalités et la droite 7, tandis que l'extrême droite en a gagné 21. En 2026, l'extrême droite aura donc rapporté 63 communes remportées, dont moins de 20 comptent plus de 20 000 habitants. Du point de vue des suffrages exprimés, c'est le bloc de gauche qui constitue la première force politique en rassemblant près de 9 200 000 votes lors des deux tours, devant les 8 700 000 de la droite et les 3 800 000 du centre, et les 2 500 000 de l'extrême droite. La gauche radicale, c'est-à-dire la France insoumise et le Parti communiste, ont remporté l'adhésion de près de 1 200 000 électeurs, même si cette gauche radicale n'a remporté que 7 municipalités. Ensuite, le second tour a été défavorable aux maires sortants. Parmi les 21 706 maires qui briguaient un nouveau mandat lors de ces élections municipales, plus de 88% a été réélu dès le premier tour, mais pour les autres, le second tour s'est révélé fatal. 960 maires sortants encore en compétition le 22 mars étaient encore en compétition et 724, donc les trois quarts, ont été battus.
Si la parité progresse, elle reste limitée. 23% des têtes de liste élues lors de ces élections municipales, premier et second tour combinés, sont des femmes. C'est un niveau en légère progression par rapport aux élections précédentes où elles représentaient 20%. Mais seulement 8 femmes seront à la tête de villes de plus de 100 000 habitants, contre 11 en 2020. Enfin, avec 42,18% lors du second tour, l'abstention était à un niveau record. Jamais les Français n'avaient autant boudé une élection de ce type, hors crise sanitaire. Cependant, la participation a légèrement augmenté au second tour, 57,8 contre 57,2, signe d'une légère remobilisation des électeurs dans un scrutin à l'issue incertaine dans de nombreuses villes. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Vous avez présenté le rapport de force globale, mais pour aller au-delà et en tirer des conclusions, c'est un exercice qui reste délicat, tout d'abord en raison du morcellement du paysage politique dû au grand nombre de communes, 34 746, et dans les communes de moins de 1000 habitants, souvent, qui représentent 3/4 des communes, il y a une seule liste sans étiquette, et donc c'est difficile de tirer des conclusions. Et tous ces élus sans étiquette, on ne sait rien de leur sensibilité politique. On verra. Elle se révélera à travers le vote au sénatorial en septembre, puisque la moitié du Sénat est renouvelée en septembre prochain. En outre, il y a ce week-end un troisième tour qui est l'élection au niveau des intercommunalités des exécutifs intercommunaux. Et ces élections vont être peu visibles, peu commentées, ce qui s'explique par le fait que parfois ces intercommunalités ont pris vraiment en main leurs compétences et parfois non. Et donc c'est très inégal et c'est très difficile de s'y retrouver. La photographie qu'on a est sans doute particulièrement déformée en ce qui concerne le Rassemblement national. Il est, comme on sait, donné en tête des intentions de vote pour les prochaines élections, mais il n'avait présenté pour ces municipales que 484 listes, c'est-à-dire 1,4% des communes françaises. Et dans les 42 villes qui comptent plus de 100 000 habitants, le RN ne gouverne que Perpignan. Donc l'échantillon de l'électorat RN n'est pas du tout représentatif de la population française dans son ensemble. Alors vous avez rappelé, Philippe, le rapport de force globale sur le fait que le Parti socialiste dirige la moitié des villes de plus de 50 000 habitants, que c'est le LR qui a le plus grand nombre de maires, mais dans des communes qui ne sont pas toujours très visibles, et le RN qui va gouverner environ 70 villes, ce qui pourrait lui donner... ce qui montre, comme l'a dit un sociologue, je trouvais la formule assez bonne, le RN est mieux implanté dans les médias que dans les territoires français. Alors, un des débats qui a été très intense au lendemain du deuxième tour concerne les alliances au sein de la gauche. Les alliances des listes de gauche rassemblées, souvent pilotées par des socialistes, ont-elles été utiles pour les élections ou au contraire ont-elles plombé la gauche ? Alors il y a une bataille du récit qui s'est mise en place à gauche entre ceux qui sont favorables à l'union et ceux qui dénoncent un renoncement moral dans toute compromission avec Jean-Luc Mélenchon. Alors il faut regarder d'un peu plus près, il n'y a pas de leçon évidente, mais on a vu que, à Paris, une victoire sans accord avec LFI au second tour a été largement possible. À Marseille, la victoire a été acquise, mais LFI s'était retiré. Et il y a un cas qui est très net, c'est Toulouse, où l'union de la gauche a fait reculer le score de la gauche au deuxième tour. Puisqu'il y avait un potentiel, si on additionnait sur le papier les voix du premier tour, il y avait un potentiel à gauche de 53%. Et finalement, après la fusion, un vote à 46%. Donc c'est un exemple incontestable dans lequel certainement des électeurs de centre-gauche ont été rebutés par l'alliance avec LFI et ont préféré reconduire le maire sortant que de voter pour une liste qui avait fusionné avec LFI. Mais à part ce cas, dans beaucoup de villes, les électeurs de gauche ont plutôt répondu à l'appel au rassemblement.
À Nantes, par exemple, Johanna Roland, qui a fusionné avec LFI, a vu son score progresser au-delà même de l'addition des voix du premier tour. Et c'est pareil à Grenoble, avec plus 16 points, à Tours, à Mantes-la-Jolie. Alors cependant, cette fusion des listes, si elle n'a pas fait perdre de voix, ne suffit pas à garantir un succès. Donc j'ai cité Toulouse, mais aussi Argenteuil. Et dans ces deux cas, d'ailleurs, c'était LFI qui était tête de liste, ce qui était sans doute pas ce qui est significatif. Mais à Clermont-Ferrand, à Brest et à Limoges, la gauche a reculé après une union. Donc, mais en fait, ce qui explique cet échec de la gauche, c'est que c'est un nouveau comportement des électeurs d'extrême droite, ce qu'on pourrait appeler un vote utile à droite, puisque en fait, c'est les électeurs d'extrême droite ont davantage reporté leur vote vers les listes de droite traditionnelles quand il y avait en face d'eux une liste fusionnée. Par exemple, à Clermont-Ferrand, l'extrême droite s'est maintenue, a perdu 8 points entre le premier et le deuxième tour au profit du candidat de droite. Et c'est pareil à Brest, moins 7 points, à Limoges, moins 5 points du score de la liste RN au deuxième tour. Donc ce que ça montre en conclusion, c'est qu'il y a une porosité entre les électorats RN et droite traditionnelle. Les électeurs d'extrême droite se reportent plus facilement vers la droite traditionnelle quand ils ont en face d'eux une liste d'union de la gauche comprenant LFI. Et donc, ça montre une chose nouvelle qui est un vote de barrage au sein de la droite et de l'extrême droite contre des listes de gauche unies. Béatrice Gibelin. Alors, les enseignements des municipales de 2026, ça veut dire qu'on veut tirer des enseignements pour les élections à venir dans un an, qui sont les présidentielles. Donc, il faut déjà être très prudent, parce qu'il s'agit quand même de types d'élections extrêmement différentes. C'est ce que Marc-Olivier a rappelé. On a des élections locales avec un nombre de communes très, très, très élevé qui caractérise la France. Et donc, ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux. Néanmoins, on peut quand même essayer de voir si on ne peut pas dégager quelques tendances. On a rappelé l'abstention qui, vrai, était élevée, mais on remarque que quand il y a un enjeu, cette abstention est plus faible. Et on a voté à plus de 60% à Paris, à plus de 60% à Marseille, à plus de 60% à Lyon. Il y avait un enjeu, les gens se mobilisent. On peut penser qu'aux élections présidentielles de 2027, il y aura effectivement un très gros enjeu et qu'on pourrait sans doute avoir une mobilisation qui risque d'être plus forte à ces élections présidentielles. Maintenant, on va commencer par le RN. Le RN, il jouait un peu gros parce qu'il n'est pas, au fond, bien implanté localement et il avait mis en tête de ses conquêtes des gros morceaux, comme Toulon, et puis après, on a vu monter peut-être Marseille. Là, ça a été effectivement l'échec. Il y a une réaction qui est de dire non, on ne va pas donner, même en faisant un discours comme Laure Lavalette, très, très doux, très dédiabolisé, sans sigle sur ses affiches, qui était le cas d'ailleurs de beaucoup. Mais néanmoins, il a gagné dans des villes, Castres, Carcassonne, dans le bassin minier, Oigny, Billy-Montigny, bon, des villes dont on entend peu parler, mais qui sont des villes de plus de 10 000, 15 000 habitants, qui prouvent que, en tout cas, autour d'Hénin-Beaumont, il y a une sorte de tache d'huile qui fonctionne incontestablement. Et puis, j'ai essayé de regarder les résultats, non pas quand ils avaient gagné, mais par rapport à quand ils avaient été présents, parce qu'ils n'étaient pas présents partout, bien loin de là, mais quand ils étaient présents, il y a incontestablement une montée de nombre de voix. Elle ne se voit pas dans le succès, ils n'ont pas obtenu la mairie, mais ils montent, c'est une marée qui monte doucement. Ça m'a un peu fait penser au PS dans les années 70 quand il était en Bretagne. Au début, on ne voyait pas, c'était toujours la droite, et puis à un moment, ça peut basculer. Donc, 1 million de voix par rapport aux autres, on peut se dire, ah ben ça va, on a de la marge, mais c'est pas comme ça que les choses vont se passer. Donc l'idée, je crois, dans le récit, qu'il y a toujours une dynamique du Rassemblement national que nous devons avoir en tête. La deuxième chose, c'est
je voudrais revenir sur LFI. Ils ont eu la maîtrise du récit d'entrée de jeu. C'est-à-dire le fait d'avoir gagné Saint-Denis, qui est la grosse ville depuis la fusion avec Perfit, d'avoir gagné cette ville, qui était communiste longtemps, un seul mandat socialiste, a permis de masquer tout ce qui n'était pas, au fond, une grande réussite de leur part. Ils n'étaient pas présents dans tant d'endroits que cela. Et puis, il y a eu quand même quelques coups d'arrêt, j'allais dire, qui ont été retentissants. C'est le cas de Toulouse que Marc-Olivier a cité, c'est important. Mais quand LFI était en tête, et la fusion avec la gauche s'est pas passée. Il y a une partie de la gauche qui ne veut plus être associée à LFI. C'est-à-dire que LFI va rester très fort dans ses niches, les banlieues nord musulmanes, population jeune, étudiante. Oui, assurément, ça il les tient et il les tient bien. Dans une conquête pour arriver au second tour, il aura nécessairement besoin d'attirer plus de voix que ça. Or, ce qui me semble important en regardant, parce que c'est la personnalité de Mélenchon, LFI, qu'il faut prendre pour ses présidentielles, par rapport à 2017, par rapport à 2022, son récit est de plus en plus clivant, de plus en plus radical, et je crois que ça éloigne une partie d'un électorat de gauche qui aurait voulu sans doute voter pour lui et qui hésitera sans doute à le faire en 2027. Et une dernière chose, le PS... c'est le PS zigzag, dans cette ambiguïté qu'il a. Pas d'accord national, mais j'accepte les accords locaux. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui dans une division interne à ce parti qui est importante et dont les conséquences pour les présidentielles risquent de peser lourdement. Nicolas Bavrez. Alors, on a le visible et ce qui est moins visible. Le visible, c'est effectivement des partis qui ont tous clamé victoire, alors que quand on regarde précisément, ce qui est frappant, c'est l'éclatement du système politique et leur fragilité. Le RN, on l'a dit, certes, il s'enracine, mais c'est pas du tout la percée historique qu'annonce Monsieur Bardella, puisque on voit que le plafond de verre continue à jouer dès qu'il y a un enjeu important. LFI, il y a une chose importante qui n'a pas été rappelée, c'est que LFI ne gagne que des villes qui sont déjà de gauche. LFI est une machine non seulement à diviser la gauche, mais aussi à mobiliser de l'électeur de droite. Et en réalité, toutes les conquêtes de LFI, à commencer par Saint-Denis, c'est des conquêtes qui sont prises sur la gauche. Donc, c'est pas du tout une arme contre la droite, c'est une arme contre le PS qui est lui-même divisé. Les Verts, c'est la déroute. Donc, ils gardent Lyon de justesse, mais ils perdent la métropole, qui est l'endroit où il y a en réalité les compétences et l'argent. Et le bloc central, comme le dit à juste titre Jérôme Daffré, il lui manque que deux choses, c'est d'être un bloc et d'être central. Sinon, tout va bien. Donc, derrière, on voit ce qui a été l'éclatement de la France, parce que contrairement à ce qu'on dit, c'est pas deux France. On a les métropoles qui sont plutôt à gauche avec la sociologie qui a été rappelée. On a un vote très communautariste LFI dans certaines banlieues, et on a une France profonde qui, en réalité, continue à basculer à droite, et avec un jeu entre LR et le RN, mais ça donne un territoire et une nation complètement éclatés. Deuxième chose sur la participation, on a vraiment le reflet de ça, c'est-à-dire que la modification du mode de scrutin a été calamiteuse, c'est-à-dire que, de fait, quand il y a un enjeu dans les grandes villes, les gens ont plutôt voté massivement. En revanche, évidemment, dans toute la partie de la France, la majorité de la France, où on n'avait qu'une liste, les électeurs, on ne pouvait même pas panacher. Fort logiquement, il y a toute une partie des gens qui ont renoncé à aller voter pour quelque chose qui n'avait pas de sens. Quand on regarde les thèmes, il y a deux choses quand même qui ont manqué de manière cruciale. C'est que pratiquement personne n'a non seulement fait campagne, mais même un minimum de pédagogie sur l'état des finances publiques locales, qui sont quand même extrêmement dégradées, avec donc des financements qui viennent principalement de l'État, mais quand même une dette de 263 milliards maintenant, 1,2 million de fonctionnaires qui augmentent de plusieurs dizaines de milliers par an pour des services à la population qui se dégradent.
Et l'autre chose qui n'a pas du tout été abordée, c'est très impressionnant, c'est quand même toute la partie économique. Quand on regarde la plupart des l'économie a complètement disparu, alors que les centres-villes, les commerces désertent les centres-villes dans beaucoup d'endroits, que la désindustrialisation s'accélère et que la structure économique de beaucoup de ces... Donc on a cette espèce de décalage incroyable où on considère que l'argent public va continuer à couler à flot et avec une structure économique qui s'effondre et dont personne ne parle. La troisième chose qui est, je trouve, il y a des messages qui sont plutôt positifs et sous-jacents. La première chose, c'est que qu'on regarde RN ou LFI, en réalité, c'est comme dans les années 30, le pays va mal, mais les Français, pour l'instant, font tout pour ne pas basculer dans l'extrémisme et dans le populisme. Quand on regarde l'état du pays, ça fait très longtemps qu'on aurait dû avoir une expérience populiste. Ça a été le cas aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Italie, en Hongrie, dans beaucoup d'endroits. Il se trouve que les Français continuent à résister. Alors, parfois avec des formules qui ensuite se révèlent très compliquées. Le Front républicain, on a vu que politiquement, ça ne tenait pas, que ça débouchait sur un chaos à l'Assemblée. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça continue à jouer. Nice est la seule exception, mais c'est un cas très particulier, puisque c'était un espèce de duel fratricide. Et en réalité, c'est le résultat d'une stratégie de très long terme d'Éric Ciotti pour prendre le contrôle de l'ensemble des Alpes-Maritimes. C'est pas un vote, en réalité, c'est pas un vote idéologique qui s'est passé à Nice. La deuxième chose qui est positive, c'est que pour tous les partis, quand les candidats sont mauvais, quand les projets sont médiocres et bâclés, et quand les listes résultent d'alliances contre nature, eh ben, l'électeur sanctionne. Et franchement, il a bien raison. Et la dernière chose, c'est que il y a quand même une validation pour les gens qui ont des lignes claires et qui n'ont pas joué les postures. Et c'est vrai que c'est une élection où les manœuvres, les postures, les alliances ont gommé le fond. Mais en réalité, on voit que les Français n'ont pas acheté les postures et que ceux qui sont restés un peu sur leur base, sur leur ligne, sur leur projet, dans l'ensemble, ont été crédités. Donc, moi, la leçon que j'en tire pour 2027, c'est que la classe politique devrait vraiment regarder cet esprit des électeurs et qu'au lieu de repartir dans les primaires, les postures, les prébendes, les postes, pour l'instant, personne n'a travaillé sur le fond dans un pays qui va être dans une situation, enfin, qui est déjà dans une situation compliquée, on va le dire ensuite, qui en plus va prendre un choc pétrolier sur le dos d'ici là. Donc, il est grand temps de se mettre à travailler un peu sur le fond et à réfléchir à la manière de redresser le pays. Je pense que c'est un des messages subliminaux qui est envoyé par les Français. Si on veut bien s'intéresser à l'abstention et pas simplement la mentionner au passage, histoire de passer ensuite tranquillement à autre chose, je propose, moi, deux hypothèses sur des causes que je ne crois pas uniques, mais de cette abstention. L'une, c'est les des mesures qui ont été prises avec les meilleures intentions du monde et qui ont abouti, pour favoriser notamment la parité, à ce que le panachage ne soit plus possible. Ce qui fait que dans beaucoup de municipalités, de petites municipalités, il y a eu une seule liste et une abstention qui était supérieure à 50% et quelquefois davantage. La deuxième chose sur laquelle je trouve qu'il n'y a pas suffisamment d'études, c'est le rôle des intercommunalités dont on a dit un mot tout à l'heure. Les intercommunalités ont fini par exercer sur l'ensemble des territoires qui leur sont dévolus des pouvoirs qui ne sont pas régulés, qui ne font pas partie d'une élection au suffrage universel direct et qui finalement sont aussi, à mon avis, en tout cas c'est ce que j'observe là où j'ai l'occasion de l'observer, sont occasionnent pour le moins un scepticisme quant à la démocratie et même quant aux élections locales qui étaient plutôt celles où les participations étaient les plus fortes. Jean-Louis Bourlanges. Oui, quand j'écoutais Nicolas, j'aime beaucoup l'ardeur de Nicolas à vouloir changer les choses, à vouloir les redresser. Et je pense toujours à la phrase de Lord Salisbury, Premier ministre britannique, qui disait « Écoutez, les choses vont déjà tellement mal, vous voulez pas en plus les changer ?» Mais pour l'abstention, je crois que sur l'effet petite liste, il est très réel. Enfin, liste, pas petite liste, petite commune de moins de 1000 habitants, il est très réel. La parité était une blague.
C'était pas du tout, c'était l'objectif affiché. Mais la réalité, c'est que les maires en avaient assez d'être barrés. Parce que comme c'était les seuls que les électeurs connaissaient, dès qu'ils n'étaient pas contents, ils barraient le maire. Alors le maire était le moins bien élu de sa liste et il était élu maire par le conseil municipal. Cette anomalie, alors là, ils ont fait un truc et effectivement, ça a bloqué complètement les listes. Il y a dans beaucoup de villages, là où je vote par exemple, il n'y avait qu'une seule liste, ce qui a été considéré comme très frustrant par beaucoup d'électeurs. Seulement, c'est quand même... Ça, vous voyez, Philippe, ça ne pouvait pas jouer au second tour. Or, l'abstention a marché au second tour, parce que toutes ces petites communes, ça avait été réglé dès le premier tour. Donc, c'est pas sur l'autre cause, c'est possible. Et moi, je crois, d'une façon générale, qu'il y a un désaveu du personnel politique et du jeu politique. Je crois qu'au bout du compte, il y a quelque chose de très profond chez les gens, qui est l'idée que la politique ne traite pas les problèmes, ne résout pas les problèmes, et que donc on n'a rien à en faire. Je crois que c'est quelque chose de très profond qui tient à la transformation totale des modes de décision, la multinationalisation, enfin tout un ensemble de choses extrêmement lourdes qui fait qu'il y a un sentiment d'aliénation des gens par rapport à la politique. Je crois que c'est quelque chose, alors ça s'est manifesté dans les municipales, c'est assez nouveau. Alors sur les remarques, moi je ferai 3 remarques. La premièrement, effectivement, quand on fait l'analyse des gains et des pertes, on voit bien que le PS et le LR, c'est-à-dire les partis traditionnels, ils maintiennent leur position, ils sont dominants. Le PR contrôle le plus grand nombre, le LR contrôle le plus grand nombre de communes et les socialistes contrôlent les communes, le plus grand nombre de populations, si je puis dire. En même temps, on observe un tassement, un recul, et effectivement, c'est un combat d'arrière-garde, mais enfin, c'est une bataille d'arrêt qui est quand même menée assez victorieusement. Deuxièmement, les nouveaux venus, c'est-à-dire le RN, les écologistes qui ne sont pas vraiment nouveaux parce qu'ils avaient acquis un certain nombre de villes, et le RN et le LFI. Alors les écologistes, c'est quand même les vrais vaincus. Ils perdent énormément de villes, même quand ils ont des candidats, des maires sortants qui sont assez présentables, comme à Bordeaux, etc. Ils en ont des extravagants aussi, mais ils perdent partout, sauf à Lyon et à Grenoble. Grenoble, il garde, sans doute parce alors il y a eu un effet de génération. On a présenté Monsieur Carignon, qui est un homme habile, enfin qui est arrivé à un âge certain, assez couturé par la vie, par tout un ensemble de choses qui ont pesé sur lui. C'était pas forcément le candidat du renouveau. Or, l'effet générationnel est important. Je pense que c'est quelque chose qui a joué à Pau, c'est quelque chose qui a joué à Agen, au détriment de mon ami Jean Dionis. C'est quelque chose qui explique que les sortants aient été très fortement remis en cause au second tour. Mais surtout, ce qui est très intéressant sur Lyon, c'est que c'est l'effet particulier d'une contre-performance absolue du candidat Aulas, qui était entouré de toutes les béni par toutes les fées. C'était le candidat de la société civile. Et si vous me permettez faire cette remarque désobligeante, moi qui suis un vieux politicard et qui participe de ces gens qui sont constamment accusés de manque de courage, de manque de rigueur, d'incapacité à proposer des choses aux Français, notamment par mon voisin Nicolas, tous ces gens-là, et on se fait toujours traiter de très haut par la société civile, qui, elle, voit les problèmes, comprend les Français et est capable d'apporter des solutions, alors que les hommes politiques font de médiocres compromis. Aulas, ça démontre quelque chose, un problème systémique de différence entre un chef d'entreprise et un homme politique. Un homme politique, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui, quand il n'est pas content de ses salariés, il les sanctionne. Il freine leur rémunération, enfin, il limite leur rémunération, ou il les licencie. Quand un homme politique, quand les électeurs sont pas contents d'un homme politique, c'est l'homme politique qui est renvoyé. Je crois qu'il y a une différence systémique qui est assez fondamentale pour apprécier notamment l'effet courage. Bon, alors donc quant aux autres, le RN et LFI, je crois qu'ils font des progressions l'un et l'autre. C'est 2 terrains qui étaient pas du tout bons pour eux. LFI progresse
il applique la doctrine du chevènement, il consolide ses positions. Il y a non seulement Saint-Denis, il y a Roubaix, donc c'est quand même quelque chose qu'on prend à la droite, si je me rappelle bien. Oui. Donc c'est pas seulement à la gauche. Et puis et le RN, bon, il plafonne, il a c'est quand même comme ça. Alors une remarque sur les alliances. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Le cordon sanitaire fonctionne encore implicitement, assez fortement du côté du RN. Le RN n'arrive pas à sortir de son ghetto. C'est très clair à Marseille, c'est très clair à Toulon. Il n'arrive pas vraiment à s'imposer. Il réussit dans les villes moyennes sous des étiquettes diverses, etc. Il progresse assurément, et il a pour lui une chose, c'est que les sortants RN sont plébiscités. Ça, c'est très très bon pour le RN, pour l'avenir. La droite n'a pas cédé, elle a maintenu ses affaires, et en revanche, c'est tout à fait juste de dire que le RN, lui, c'est ce qu'a dit Nicolas, je crois, le RN, lui, s'oriente, accepte tout à fait de faire barrage et de voter. Il y a les cas de figure sont précis. C'est Brest, c'est évidemment Toulouse, et puis il y a le contre-exemple qui est Pau. Mais Pau, c'est spécial parce que l'extrême droite n'a pas voulu plébisciter et réélire Bayrou, et je crois qu'au sein de ce parti, il y a des querelles de caractère religieux. Ce qui n'a pas marché, c'est l'alliance PS-LFI. Mais je vais, vous savez bien, l'exemple, c'est Strasbourg, c'est Paris, c'est Marseille. On voit que des stratégies d'indépendance par rapport à l'alliance ont formidablement fonctionné pour la gauche. Dès lors, et je débouche en conclusion sur les élections présidentielles, on voit bien que le problème, ne parlons pas de bloc central, c'est tout à fait vrai ce qu'a dit Jérôme Jaffray, ni un bloc ni central, parlons d'espace républicain entre les deux groupes. On voit que cet espace républicain est menacé par la divergence interne à cet espace. Il y a une polarisation à gauche et il y a une polarisation à droite. Et donc le risque pour l'espace républicain, c'est la double bipolarisation. La bipolarisation LFI-RN, et à l'intérieur, une bipolarisation des autres qui leur garantit des places 3 et 4. Et ça, c'est quand même un énorme problème. Face à cela, les socialistes, les socialistes sont profondément divisés, en contradiction, parce que leur stratégie présidentielle doit être de présenter quelqu'un dans la ligne de Glucksmann et des autres, et puis des grands succès de Grégoire, Payan, etc., d'indépendants du LFI, mais les législatives qui suivront les ramènent totalement à la nécessité d'alliance. Donc c'est vraiment une double pression qui s'exerce sur eux, qui font qu'ils s'en tirent pas. Quant au LR, le LR, on ne sait pas du tout comment il peut arbitrer entre des pulsions totalement différentes, entre une droite maurassienne, par laquelle il est de plus en plus tenté, et une droite aronienne, à laquelle il ferait bien de rester fidèle. Je vous propose de passer au deuxième sujet que nous avons retenu, celui des conséquences du nouveau choc pétrolier. Nous sommes confrontés à la plus grande menace pour la sécurité énergétique mondiale de toute l'histoire, avertit le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, qui n'exclut pas un nouveau déblocage d'une partie des stocks stratégiques de pétrole des États membres pour détendre les prix. L'ensemble de l'économie mondiale est menacé par un retour de l'inflation, une dégradation du pouvoir d'achat des ménages, un ralentissement de la croissance et une extension du chômage, un phénomène connu sous le nom de stagflation. Les experts de Goldman Sachs estiment qu'une hausse de 10% du prix du pétrole réduit de 0,1% le produit intérieur brut. Le coût pourrait être aussi rude pour les industriels dont l'activité dépend fortement des matières premières énergétiques comme les engrais agricoles ou
la chimie. En plus de ses effets directs sur les prix, la crise désorganise de nombreux flux logistiques avec un allongement des parcours pour contourner les zones à risque. Des livraisons sont bloquées, les coûts de transport grimpent, les primes d'assurance s'envolent, le prix du carburant à la pompe est affecté, mais aussi le prix des aliments, des médicaments, des billets d'avion, de l'électricité, de l'huile alimentaire, des semi-conducteurs et de bien d'autres choses à travers le monde. C'est en Europe et en Asie que la flambée des cours du pétrole et du gaz pèsera le plus lourd. En Europe, le choc sera rude pour des pays comme l'Allemagne, où des secteurs industriels très énergivores, la chimie, la pharmacie, l'automobile, occupent une place centrale dans l'économie. Les économies asiatiques sont encore plus exposées car elles dépendent elles aussi grandement des importations énergétiques. 45% des approvisionnements énergétiques de la Chine proviennent du détroit d'Ormuz. Les pays à faibles et moyens revenus sont particulièrement sensibles aux variations des taux de change. Cette crise ne fait pas que des malheureux. Les pays producteurs de pétrole, Norvège en Europe, Algérie en Afrique, Brésil, Mexique ou Canada sur le continent américain voient même les profits exploser. Grand gagnant aussi la Russie, dont les exportations d'hydrocarbures vers l'Inde ont bondi de 50%. Son secteur pétrolier pourrait générer ses plus larges revenus depuis 2022. Restent les États-Unis, l'un des instigateurs de la crise. Pays, certes, le plus gros producteur mondial de pétrole, mais dont les compagnies sont très exposées au Moyen-Orient, et les consommateurs américains paient eux aussi leur tribut, avec une augmentation de 30% du gallon d'essence depuis le 28 février. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Machiavel disait à juste titre que on commence la guerre quand on veut et on la termine comme on peut. Vraisemblablement, Donald Trump n'a pas vraiment lu Machiavel et il s'est engagé en Iran avec en tête le scénario vénézuélien. L'idée, effectivement, de décapiter le régime et d'arriver très vite à trouver des interlocuteurs. Et comme d'habitude, la guerre ne se passe pas du tout comme prévu. Donc aujourd'hui, après pratiquement un mois d'opérations et de bombardements, il a le choix entre trois très mauvaises options. La première, c'est une intervention terrestre qui se traduira par des pertes élevées. La deuxième, c'est d'arrêter, de sortir. Mais ça veut dire que c'est un triomphe pour l'Iran qui va garder le contrôle d'Ormuz et qui va devenir encore plus un poison pour l'ensemble du Moyen-Orient. Et la troisième option, c'est de continuer ce qu'il fait, c'est bombarder, mais sans stratégie et sans obtenir de vrais résultats. Donc tout ceci se traduit par une chose claire, c'est-à-dire que la victoire tactique et militaire, elle est évidemment du côté des États-Unis, mais la victoire stratégique, elle est du côté des Iraniens. Et l'extension dans l'espace et dans le temps du conflit se traduit par deux choses dévastatrice pour l'économie mondiale, c'est-à-dire, premièrement, maintenant des frappes sur les infrastructures pétrolières et gazières de l'ensemble de la région, et deuxièmement, le blocage d'Ormuz. Et Ormuz, c'est 11% du commerce mondial, 34% du pétrole et 30% du GNL. Plus, ça a été dit, 20% des engrais, du soufre, plus l'aluminium, plus tout ce qui est nécessaire à la chimie et au plastique. Donc, là encore, ce qui est intéressant, c'est que il y a un point d'accord entre Trump, le président de la République et le gouvernement français, c'est qu'ils expliquent tous qu'il n'y a pas de choc pétrolier et que tout va bien. Évidemment, c'est faux. On a bel et bien un choc pétrolier, c'est-à-dire que ce qui s'est déjà passé fait que, de toute manière, on va avoir un impact durable sur tout le marché des hydrocarbures et donc un effet stagflationniste avec baisse de la croissance et augmentation forte de l'inflation. Alors, comment est-ce que ça se passe dans les différents pôles mondiaux ? Les États-Unis, en fait, sont le premier producteur, premier exportateur mondial d'hydrocarbures grâce aux non conventionnels. Donc, il n'y a pas de problème d'approvisionnement aux États-Unis. En revanche, c'est un marché mondial et donc, ils ont le problème de prix. Même si il y a deux marchés, le Brent et le WTI, et donc le marché du Texas, si je puis dire, est $15 en dessous du Brent. Mais il faut être clair dans l'histoire, le baril à plus de $100, c'est l'économie américaine en récession. Et ça, c'est une règle bien connue et on n'en est pas très loin. L'Asie, là, il y a un vrai problème de pénurie parce que l'Asie, en fait, achète 84% des exportations d'hydrocarbures qui passent par Ormuz. Et donc, on a des pays, on a d'ailleurs déjà des pénuries de kérosène dans un certain nombre de pays asiatiques.
Le pays qui est le mieux armé, c'est la Chine, parce qu'ils ont constitué des stocks énormes. Donc, la Chine a 200 jours de consommation et par ailleurs, elle est branchée directement sur la Russie. Donc, pour les Chinois, mais pour tous les autres, le Japon, l'Indonésie, la Thaïlande, on a des situations qui sont très critiques. Et puis, l'Europe. L'Europe, elle est évidemment très vulnérable parce qu'elle a eu une politique énergétique complètement déraisonnable, donc sous-investissement chronique parce qu'on s'est occupé que de faire baisser les prix de manière artificielle. On a troqué la dépendance vis-à-vis de la Russie pour la dépendance vis-à-vis des États-Unis et du Qatar pour le gaz, et on a les prix les plus élevés du monde pour les entreprises comme pour les consommateurs. Donc quand on met un choc pétrolier là-dessus, c'est vrai que les choses vont mal se passer. On va avoir évidemment un impact sur la demande, mais surtout, c'est un choc d'offres. Et donc, les entreprises sont vraiment les premières cibles et c'est les entreprises qui vont être les plus atteintes, et particulièrement les entreprises françaises, parce qu'elles étaient déjà sous-compétitives et que pour le coup, elles se prennent le choc pétrolier, le choc financier avec la hausse des taux et le choc fiscal avec les mesures absurdes des budgets de 2025 et 2026 qui ont mis 2 fois 20 milliards d'euros d'impôts supplémentaires à leur charge. Béatrice Dublin. Alors, choc pétrolier ou pas choc pétrolier, qui est effectivement une situation dont les consommateurs qui font le plein d'essence voient bien qu'il y a un changement, c'est incontestable. La question, c'est la durée de tout ça. De toute façon, même si ça s'arrêtait, cette guerre, cet affrontement, et que le détroit d'Ormuz était réouvert, elle aurait des impacts néanmoins. Donc, ça ne se remettrait pas en place extrêmement rapidement. Donc, de toute façon, même si ça ne dure pas beaucoup plus longtemps, on aura des conséquences sur la situation économique avec cette augmentation du prix du pétrole, avec cette réduction de l'offre et avec une demande qui, elle, reste élevée. Donc, j'allais dire, tous sont touchés, mais il y en a des plus égaux que d'autres. C'est-à-dire qu'on va avoir, comme l'a rappelé très justement Nicolas, la Chine qui a été prévoyante là-dessus et qui continue, elle, à lancer un programme d'électricité extrêmement puissant. On le voit avec ses automobiles qui arrivent maintenant en France à des coûts tellement plus faibles que les voitures électriques européennes. On pense qu'elle a compris la nécessité de la décarbonation, même si elle continue à consommer du charbon, mais elle est sur un chemin qui fait que pour l'instant, cette situation ne la menace pas plus que ça. Sauf que il faut qu'elle garde une croissance économique importante parce qu'elle se trouve dans une situation interne qui n'est pas si tranquille que ça. Le continent qui va être le plus touché, c'est l'Afrique. L'Afrique est déjà touchée, mais elle va l'être sans doute encore plus dans la mesure où le gaz est extrêmement important chez eux, dans la mesure où, en particulier pour les pays qui ne sont pas exportateurs d'énergie, pour le Nigeria ou l'Angola, les prix qui montent, ça va sans doute être un avantage. Mais un pays comme le Kenya, qui fait beaucoup d'agriculture, qui a donc besoin d'engrais, il va être extrêmement vulnérable. Donc, je pense que c'est pour eux, en Afrique, que cette crise, même si elle s'arrêtait assez tôt, va avoir des conséquences extrêmement importantes. L'Asie aussi, ça a été rappelé, sauf on a mis la Chine à part. On voit bien que l'Inde négocie avec l'Iran pour faire passer des pétroliers et qu'il y a urgence, parce qu'elle n'était pas préparée avec des stocks comme l'avait fait la Chine. Donc, elle est effectivement dans une situation vulnérable, avec une situation interne qui est toujours avec des moments de tension. Donc, je pense que ça, c'est un point important. Sur l'Europe,
oui, sûrement, mais on n'est pas tout à fait dans la même position qu'on l'était en 2008, par exemple, et certainement pas comme on l'était dans les années 70. Heureusement, les centrales nucléaires fonctionnent, ce qui n'était pas tellement le cas en 2022, donc on peut se dire que de ce côté-là, on pourra peut-être un peu faire face, mais qu'on aura effectivement des conséquences négatives qui vont être importantes. Alors oui, choc pétrolier, incontestable. Je pense incontestablement. Et pour revenir à ce que Nicolas disait, on commence une guerre, on ne sait pas quand est-ce qu'on la termine. Et une fois encore, les États-Unis nous ont embarqués là-dedans. Marc-Olivier Padis. Oui, ou pour le dire autrement, à propos du piège dans lequel Trump s'est mis, comme a dit un commentateur américain, le plus difficile dans les guerres éclairs de quelques jours, ce sont les premières années. Mais je suis tout à fait d'accord avec Béatrice. On est dans un choc pétrolier. Je sais, le ministre de l'économie, Roland Lescure, s'est rétracté après avoir utilisé la formule. Et je ne sais pas pourquoi, parce que, comme l'a dit Béatrice, même si Trump déclarait ce soir, ce qui est toujours possible, j'ai gagné, je m'en vais, les difficultés persisteront. C'est le contraire qui n'est pas possible. Oui. Il y a 3 raisons. Premièrement, même si les Américains arrêtent de bombarder, c'est pas sûr que les Israéliens, eux, s'arrêtent. Deuxièmement, les Iraniens ont montré qu'ils pouvaient contrôler le passage du détroit d'Ormuz et ils peuvent rétablir le blocus à tout moment. Et donc maintenant, c'est une menace qui va rester. Et troisièmement, il y a des infrastructures gazières et pétrolières qui ont été touchées dans la région. Par exemple, le plus grand site de production de gaz naturel liquéfié au monde, qui est au Qatar, Ras Laffan, qui fait 3 fois la superficie de Paris, a été endommagé par des frappes iraniennes. Et les experts pensent qu'il faudra entre 3 et 5 ans pour rétablir les capacités complètes de ce site de production de GNL. Et le compte à rebours des réparations ne pourrait commencer qu'après la fin du conflit, qui reste aujourd'hui, comme on l'a dit, complètement indéterminé. Donc les conséquences pour l'économie, Nicolas en a parlé, je vais pas revenir dessus. Inflation, choc de compétitivité, risque de délocalisation de certaines industries, d'ailleurs au profit des États-Unis, hausse des prix alimentaires, baisse du pouvoir d'achat des ménages, etc. Moi, je voudrais en fait surtout insister sur un point, c'est qu'on voit à quel point la dépendance de nos économies aux hydrocarbures est néfaste et risquée. On le sait depuis quelques années, mais on n'a pas suffisamment fait les efforts en disant mais la transition énergétique, ça coûte trop cher. On voit que ce qui nous coûte cher, ce sont les chocs énergétiques. En 2022, on a mis en place un bouclier énergétique de moins 15 centimes sur les carburants. Ça a coûté 19 milliards à l'État. Au niveau européen, toutes les opérations de bouclier tarifaire qui ont été faites en 2022, donc au moment du choc causé par la Russie, ça a été 750 milliards d'euros. Si on avait mis cet argent, on pouvait quasiment offrir des voitures électriques à beaucoup de gens avec cet argent-là. Donc, la conclusion de ce nouveau choc, c'est qu'il faut investir dans la transition. Il ne faut surtout pas reculer là-dessus et donc surtout pas mettre en place maintenant à nouveau un bouclier énergétique qui plomberait les finances publiques qui sont déjà en mauvais état. Je voudrais dire au passage d'ailleurs que c'est un grand argument de l'extrême droite de dire mais il n'y a qu'à baisser la TVA ou les impôts sur l'essence. C'est complètement absurde de dire que l'État s'enrichit sur le dos des Français. D'abord parce que nous sommes en déficit et puis que de toute façon, l'argent qui va dans les caisses de l'État, il est destiné à être redistribué, à repartir ailleurs, dans la santé, dans l'éducation, dans les infrastructures, etc. Donc, l'augmentation des prix des hydrocarbures, enfin gaz et pétrole, va changer les calculs coûts-bénéfices sur la décarbonation. Cette crise est un rappel de notre dépendance et donc qu'il faut absolument maintenir et amplifier l'effort de décarbonation. La balance coût-bénéfice, elle change pour la voiture électrique qui devient plus intéressante que jamais, pour l'isolation des logements, pour le passage du fioul aux pompes à chaleur, etc. Et l'électrification, il faut le dire, elle est d'autant plus souhaitable que les capacités de production sont disponibles. Aujourd'hui, contrairement à 2022, le parc nucléaire français est complètement opérationnel. Flamanville a été raccordé au réseau. Donc, il n'y a pas de dilemme entre la transition énergétique et la compétitivité économique. Les deux doivent aller maintenant de pair. Jean-Luc Bourlange.
Oui, je crois que après vous avoir écouté, tout est dit, puisque on voit très bien qu'un choc pétrolier et le choc pétrolier qui est en cours. Je crois que c'est la question de savoir si c'est un choc pétrolier ou pas. Un choc pétrolier n'est pas la bonne question. Vous avez raison de dire que c'est un choc pétrolier, mais son ampleur est totalement imprévisible. Est-ce que ce sera un choc durable, un choc ponctuel, lié à une interruption momentanée de production? Est-ce que ce sera quelque chose de structurel, lié à des dévastations profondes des installations productrices et circulatoires? Est-ce que ce sera, à l'intermédiaire entre les deux, un choc durable, ni instantané, ni permanent, mais quelque chose qui nous prendrait des mois et des années? Et là, je crois que ce qui est très gênant aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas se prononcer sur cette affaire-là, car ça dépend entièrement. On ne peut pas. On voit assez bien ce que sont les tendances. On sait que ce sera, si ça dure, que ce sera un choc mondial. On sait que ce sera un choc dont les conséquences seront très inégalement réparties entre les États, entre les sociétés, l'Europe, les États-Unis, l'Asie, dans les hiérarchies que vous avez évoquées, mais on ne sait pas du tout dans quelle ampleur ça prendra. Et je crois que ça dépend effectivement de deux choses: la longueur du conflit et l'ampleur des dévastations. Alors sur la longueur du conflit, on voit bien en quoi les Américains se sont trompés. Ils ont dit... il y a un militaire américain, je ne sais pas si c'est Etchett ou un diplomate américain, qui a dit à ceux qui disaient « mais ils vont bloquer Hormuz si on attaque, et nous les détruirons avant ». Ben non, on ne les a pas détruits avant, et on voit qu'on a, dans l'analyse du rapport de force, là, une surestimation absolue de la supériorité technique des armées alliées américaines et israéliennes, mais qu'il y a d'autres facteurs de puissance. Notamment, ils ont ignoré 5 facteurs de puissance très importants de l'Iran, qui sont d'abord la dimension énorme, 93 millions de gens, le relief, qui rend extrêmement... C'est pas l'Irak, c'est plutôt l'Afghanistan que l'Irak, si je puis dire. Ça rend absolument difficile une véritable invasion. La richesse, c'est un État qui est riche, qui a des ressources énormes et qui les a utilisées, en les mettant dans l'armement. Le potentiel intellectuel, qui est énorme, qui est immense, c'est une société extrêmement... Et donc, ils ont des scientifiques et ils ont fait des réalisations. Et enfin, le fanatisme religieux, qui est quand même une motivation fondamentale. Donc, tout ça n'a pas été pris en compte, et maintenant, Trump découvre ça en se demandant ce qui va exactement. Il rencontre ça comme une poule découvrir un couteau, il ne sait pas quoi en faire. Sur les dévastations, même chose, on ne sait pas du tout ce qui en est. Je crois que tout dépend. On évalue constamment le rapport de force militaire, mais le conflit se résume à apporter des réponses à 3 questions. Première question, est-ce que le président Trump est prêt, est-ce que les Iraniens sont prêts à accepter un compromis qui met en cause profondément, qui ne soit pas en réalité une perte de face pour le président américain. Deuxième question, est-ce que le président américain va préférer une perte de face à une ascension aux extrêmes? Troisième question, s'il y a une ascension aux extrêmes, est-il imaginable que des gens qui jouent très concrètement leur vie collective, leur vie physique, leur vie personnelle, ils savent que s'ils perdent, ils y passeront tous, ils seront écharpés par la population et par les vainqueurs internationaux. Face à cette situation, est-ce qu'ils peuvent avoir une autre attitude qu'une attitude de desperados et de destruction générale? Et à ces 3 questions, je crois qu'hélas, aujourd'hui, il est plutôt logique de répondre non, non et non. Non, les Iraniens n'accepteront pas un compromis qui ne soit pas une perte de face de M. Trump. Non, le président Trump acceptera de perdre la face plutôt que de faire des dévastations. Et 3, non, les Iraniens ne se laisseront pas tuer sans créer de très grandes destructions. C'est pourquoi je trouve que cette affaire est extrêmement préoccupante.
Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brefs, que je vais ouvrir en rappelant que nous avons les uns et les autres tout à l'heure parlé de la spécificité du vote dans les villes, dans les grandes métropoles urbaines. Et pour en savoir davantage ou pour mieux les comprendre, je recommande le livre d'Alain Cluzet, publié aux éditions de l'Aube, qui s'intitule « Les villes face au populisme ». En plus d'avoir réfléchi à ces questions sur des données mortes, si je puis dire, Alain Cluzet offre un avantage qui est d'être le directeur général des services d'une ville assez grande, puisque je crois que c'est Reims, sauf erreur. Marc-Olivier Padis. Je suis allé voir au cinéma le nouveau film de Xavier Giannoli, Les rayons et les ombres, donc qui fait la biographie de Jean Lucher, le patron de presse, et de sa fille, la jeune actrice Corinne Lecher. Et donc, c'est un film sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Comment Jean Lucher a pu passer du pacifisme de l'entre-deux-guerres à la collaboration avec les occupants nazis, puisque Jean Lucher dirigeait avant-guerre le journal Notre Temps, qui était un mensuel, mais dans lequel écrivaient aussi bien Pierre Brossolette ou Pierre Mendès France, et ensuite, après, pendant la collaboration, Les Temps Nouveaux, financé par l'ambassade d'Allemagne, Otto Abetz, qui était un de ses amis. Et je trouve le film sur un sujet difficile et glissant, et d'abord très bien informé. Xavier Giannoli a travaillé avec beaucoup d'historiens, et rend bien compte de cette atmosphère de pénombre, et c'est même pas d'ambiguïté morale, là, c'est vraiment de lâcheté, de renoncement, de petits trafics et d'incompréhension politique, et sa fille toute jeune, en admiration devant son père, complètement perdue dans toute cette atmosphère. Je trouve que c'est un film qui a fait beaucoup discuter, mais que je trouve très réussi. Béatrice Gibelin. Mais moi, ça sera un podcast que j'ai entendu sur France Musique, dans l'émission de Priscille Lafitte, qui est Musique et moi. Et c'était dimanche dernier, Stanislas Dehaene, qui est un neuropsychologue, et il vient de sortir un ouvrage chez Odile Jacob, Le rectangle de Lascaux. Et Stanislas Dehaene, j'ai trouvé cette émission passionnante. Il développe l'idée que la capacité d'abstraction géométrique qui est propre à l'humain a plus d'une similitude avec notre disposition cérébrale à apprécier la musique. On sait très bien qu'il travaille beaucoup sur l'imagerie cérébrale. Il a fait avancer pas mal de choses, y compris dans le domaine de l'éducation, l'apprentissage de la lecture, par exemple. Et pour lui, la géométrie est à l'aube de l'humanité, en disant que c'est totalement universel, que ces formes se retrouvent, l'homo sapiens et l'homme de la géométrie. Et cette émission démarre par le premier prélude du clavier bien tempéré. Bach aura évidemment beaucoup de place dans cette émission, mais pas seulement. Il y aura aussi Mozart, il y aura Massenet, et d'autres encore. Et il fait cette comparaison en disant, même si vous ne savez pas lire la musique, si vous regardez la partition, vous voyez, la mélodie fait des zigzags. Cette image géométrique, ça monte et ça descend. Voilà. Et à travers le temps et l'espace, dans les hauteurs tonales. C'est absolument passionnant, et voilà pourquoi je vous encourage à aller l'écouter. J'ai aussi entendu cette émission, qui est maintenant disponible en podcast, et j'ai eu la même impression que Béatrice, et la clarté en plus de la manière dont ce noble scientifique s'exprime est une consolation pour nous tous qui bégayons, comme vous venez de l'entendre. Nicolas Bavrez. Alors, deux brèves. La première, il faut courir voir Matisse au Grand Palais. C'est magnifique. Et ces dernières années sont superbes, alors même que Matisse était touché, frappé par la guerre, la maladie, les tensions familiales, et notamment les grands formats dans le volume du Grand Palais, c'est quelque chose de magnifique. Pour revenir à l'Iran, le livre de Pierre Loti, Vers Ispahan, c'est Loti de retour d'Inde en 1903, est allé pendant 6 semaines et il a parcouru justement du Golfe jusqu'à Ispahan. Et c'est très intéressant parce qu'on a la description aussi de cette côte. Ce qu'on oublie souvent, comme toujours, c'est la géographie. Et donc, quand on dit qu'on va contrôler Hormuz, en réalité, il y a 1000 km de littoral et c'est un littoral qui est
extrêmement inhospitalier, avec des marécages, des deltas, des rochers, ce qu'on avait déjà vu d'ailleurs pendant la guerre Iran-Irak, où il y a eu là parmi les pires affrontements. Et donc, l'Iran lui-même, en fait, n'a vraiment développé que quelques points, dont les fameuses îles. Et donc, prendre le contrôle de ce territoire, c'est quelque chose d'extrêmement, enfin d'ailleurs sans doute d'impossible. Et on retrouve en tout cas la description de ces côtes chez Pierre Loti. Jean-Louis Bourlanges. Oui, compte tenu de ce qui se passe sur le plan électoral, j'ai voulu revenir à des choses assez structurelles et j'ai repris le livre que j'avais lu il y a quelque temps, paru en 2022, d'Hervé Lebras, qui porte un titre assez compliqué, avec des éléments enchevêtrés qui montrent bien la portée de l'ouvrage. Ça s'intitule d'une certaine façon « Tableau historique de la France » et entrecroiser la formation des courants politiques. Et ça indique bien l'objectif que poursuit Lebras, qui est à la fois de présenter un système structurel, on voit bien qu'il s'inscrit, même s'il critique à juste titre certains aspects, dans la tradition d'André Siegfried, et d'une façon générale, il fait des références à Lévi-Strauss et à Foucault sur les structures lourdes qui déterminent effectivement les courants politiques, mais en même temps, le sous-titre intercalé, la formation des courants politiques, montre qu'il ne se contente pas de morphologie, il s'intéresse à la morphogénèse, c'est-à-dire au fait que l'histoire, l'événement, modifie le système. Et il montre bien la dialectique entre l'événement et le terrain. Le terrain conditionne la vie, l'événement perturbe le terrain, bouleverse les rapports de force, transforme les choses, mais en même temps le terrain balise, limite, encadre l'événement. Et cette dialectique-là, quand on était savant, on disait diachronique et synchronique et diachronique, elle est très présente. Et alors évidemment sur les fondamentaux, eh ben il rappelle les trois fondamentaux, la géologie, on se rappelle ce que disait Siegfried, le granit produit des curés et le calcaire des instituteurs, la droite et la gauche. Il y avait aussi une connotation un peu raciale chez Siegfried extrêmement gênante. Il y a le peuplement, par exemple l'opposition entre la France bocagère et la France de Lovenfield, mais les deux autres grands secteurs, c'est l'héritage, et vraiment les structures de l'héritage qu'il avait étudié avec Todd, notamment dans l'invention de la France, et puis troisièmement, la religion, dont là encore, il faut citer André Siegfried, qui disait que dès que la religion intervient dans le débat politique, elle submerge tout. Donc ces trois facteurs-là, ce sont des facteurs structurels, mais ce qu'introduit Lebras, c'est le bouleversement, la modification permanente de ces facteurs par l'événement. Merci à Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée, à Benoît Carré qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau qui veille au site, tandis qu'Olivier Magloire veille à ce qui touche les plateformes de financement. Merci à Flavien Cagnard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent ce podcast. Et rendez-vous mercredi pour un prochain épisode de notre série Si c'est pour la culture, on l'a déjà donné. Et dimanche prochain pour un nouvel Esprit public.